camp Alpha Yaya. La défense de colonel Moussa Tcheboro Kamara estime que ces faits n'ont aucun lien avec les événements du 28 septembre 2009. Quand on parle des événements du 28, on va vous dire tout à l'heure et les jours suivants. Quand on parle des événements du 28 septembre et jours suivants, c'est les 2 ou 3 jours qui ont suivi. Pas un mois après. Aucun lien de connexité, Monsieur le Président. Et mon distingué confrère sait pertinemment qu'il était avec d'autres avocats en ces lieux. Ils n'ont jamais daigné saisir. Cette procédure a commencé depuis pratiquement 2010. C'est en toute connaissance de cause qu'il ne s'est pas présenté devant les juges d'instruction. Parce qu'il savait qu'on allait le renvoyer à mieux se pourvoir. Donc, Monsieur le Président, pour ne pas abuser de vos instants précieux, vous constaterez que les déclarations de notre confrère ne concernent pas la procédure actuellement en cours devant ce tribunal. Vous le renverrez, Monsieur le Président, à mieux se pourvoir. Je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur le Président, quand on parle des événements du 28 septembre 2009, il ne s'agit pas exclusivement de ce qui s'est passé au stade et alentour ce jour ou le lendemain. Quand vous lirez certaines pièces du dossier, il y a bien entendu des faits qui sont commis au courant du reste du mois de septembre et bien entendu du mois d'octobre. Parce qu'il vous souviendra qu'il y a des victimes qui sont venues ici vous dire qu'elles ont été retenues dans des cachots pendant plusieurs jours durant, ayant été appréhendées au stade et puis conduits soit au camp Alpha Yaya Diallo ou au camp Makambo, ancien camp Koundara. Monsieur le Président, si Maître Thierno Souleymane Baldé, sur la base des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, estime qu'il a personnellement souffert des agissements, des crimes ou des délits qui sont commis au stade du 28 septembre, ce même 28 septembre et les jours qui ont suivi, je pense que c'est à bon droit qu'il peut s'adresser à votre tribunal pour demander réparation. Donc, sur la base de cette disposition, le parquet vous fait observer que Maître Thierno Souleymane Baldé est en plein droit de demander justice. Conséquemment, nous requérons qu'il vous plaise l'auditionner. Je vous remercie. Partie civile. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Moi, je crois qu'il y a deux choses. La première chose, on vous demande de rejeter sa constitution de partie civile avant même de l'avoir entendue. Moi, je pense que le minimum qu'on puisse accorder quand même à une personne qui vient pour solliciter le droit d'être auditionné, c'est d'abord lui permettre d'être entendu et après, à la fin des débats, que c'est le tribunal qui décidera est-ce que le récit qu'il fait a un lien avec les événements du 28 septembre ou non. Mais avant même qu'on ait pu l'identifier, on bondit pour solliciter qu'il ne soit pas entendu. Moi, je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Deuxièmement, Monsieur le Président, concernant les faits, mais nous savons tous que pour protéger les auteurs de ces massacres, plusieurs actions ont été entreprises par le CNDD. Et je pense que justement, c'est dans ce cadre
que des infractions ont été commises qui ont un lien direct avec les événements du 28 septembre. Donc qu'on permette à M. Baldé, Ahmed Baldé, de s'exprimer et in fine, le tribunal décidera est-ce qu'il y a un lien de connexité ou pas. Pour l'heure, nous sollicitons, nous estimons que c'est à bon droit, comme l'a indiqué le ministère public. Il a le droit de venir et de se faire auditionner devant ce tribunal. Donc, nous vous demandons de passer outre la demande de la défense qui est mal fondée et de permettre à M. Souleymane d'être entendu. Je vous remercie, M. le Président, pour votre patience. Monsieur le Président. Le tribunal va décider pour qu'on puisse avancer. Oui. On va décider, s'il vous plaît. Oui, je voulais dire un mot, s'il vous plaît. Voilà. On va décider pour pouvoir avancer. Sur la base des dispositions des articles 4 et 486 du Code de procédure pénale, le tribunal a décidé d'entendre Maître Thierno Souleymane Baldé. Quel est votre nom? Thierno Souleymane Baldé. Vous avez quel âge ou vous êtes né quand? Je suis né le 5 juin 1973 à Fatako, dans la préfecture de Touquet. Profession? Je suis avocat. Où vous êtes domicilié? Je suis domicilié dans le quartier de Kobaya, dans la commune de Ratoma. Alors, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. J'ai tenu à venir déposer devant votre tribunal, puisque j'estime que cela est nécessaire et important. Depuis le début de ce procès, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Nous avons dit que ce procès, ce n'est pas juste pour nous les victimes, mais aussi c'est pour l'histoire. C'est la première fois qu'un tel procès est organisé, pas seulement en Guinée, mais dans la sous-région. Donc c'est important que le peuple de Guinée et le monde entier puissent connaître les faits dans leur contexte. Que l'histoire soit établie. C'est surtout cette motivation qui me pousse à venir devant vous. Dans mon intervention, je vais essayer de m'exprimer selon la chronologie des faits, pour vous permettre de comprendre les événements qui ont abouti non seulement à mon arrestation, mais aussi à 10 autres jeunes Guinéennes. Je vais commencer par le début. J'ai créé une organisation non gouvernementale qui s'appelle Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit. Je suis revenu en Guinée en 2007, au mois de juin, dans l'objectif justement d'apporter ma modeste contribution pour la consolidation de la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Dès le début, quand je suis arrivé, la première chose que j'avais fait à l'époque, c'est de mettre en place une commission pour la révision de la loi relative à la presse. C'est mon ONG avec la participation des journalistes, certains acteurs du secteur académique, qu'on a pu rédiger un draft. Et ce draft a été soumis au niveau du CNT à l'époque. Mais avant cela, durant la période de général Lansana Conté, tout le monde le sait, les élections n'ont pas été organisées d'une manière régulière. L'Assemblée nationale qui était à l'époque en fonction avait dépassé largement le terme de son mandat. Il n'y avait pas une légitimité en tant que telle. Il y avait eu beaucoup de mouvements au sein de l'armée. Il y avait un risque réel qu'il y ait de violence pour la succession de général Lansana Conté à sa mort. Et en voyant ces risques, j'avais décidé de demander à l'époque la démission de général Lansana Conté. J'ai mis en place un mouvement de jeunes qui comprenait l'ensemble des leaders des jeunes de la ville de Conakry. J'ai adressé des lettres au niveau du gouvernement de l'époque, le chef d'état-major de l'armée, les diplomates en fonction en Guinée, tout le monde.
les médias. Il était prévu qu'on déclenche un mouvement citoyen si effectivement le général Lansana Conté n'avait pas démissionné à l'issue du délai qu'on l'avait demandé. J'avais sollicité les jeunes à l'époque guinéens les plus influents. Je vais citer quelques noms puisque c'est des personnes qui sont là, qui sont vivantes. Il y avait l'actuel président du CNT, M. Dansa Kourouma. Il y avait un certain Abdoulaye Touré. Il y avait un certain Alassane Kamara qui sont de la société civile. Et Moutar Diallo que vous connaissez. Il nous a fallu plusieurs semaines pour préparer ce mouvement. J'ai invité l'ensemble des jeunes. On s'est retrouvés à l'époque au niveau du siège de Conox à Belleville. L'ensemble des jeunes, on a rédigé le mémorandum qu'on devait déposer. Chacun des jeunes a signé le mémorandum avec le numéro de téléphone. On a pris le Coran et la Bible. On a géré de ne pas trahir le mouvement que nous allions lancer. Mais malheureusement, après qu'on ait déposé ce mémorandum, il y a eu beaucoup de pression. J'ai eu même certains membres de ma famille qui sont venus à mon domicile pour s'en prendre à moi physiquement. J'ai dû sortir par la fenêtre. Mais je leur ai dit que je ne vais pas trahir le serment que j'avais pris avec les autres jeunes leaders de la région de Conakry. Il y a eu des personnes qui sont venues nous solliciter et nous demander, au lieu de demander la démission de Général Lansana Conté, plutôt exiger la démission du gouvernement. Cela aurait pu permettre la formation de notre gouvernement et certaines personnes auraient pu faire partie. Je leur ai dit non. Ce mouvement, nous le lançons pas pour un poste, mais pour essayer de sauver la Guinée. Et s'il le faut, je suis disposé à perdre ma vie, mais je ne veux pas reculer. Malheureusement, j'ai été mis en minorité parmi les leaders qu'on avait mis en place. Ils ont demandé à ce qu'on change le contenu du mémorandum. Maître Baldé, est-ce que vous pouvez... Oui, je vais résumer, Monsieur le Président. Voilà, parce que c'est... Oui, je vais résumer. Voilà. J'ai dit non, je ne change pas le contenu du mémorandum, mais malheureusement, ils m'ont mis en minorité. En fin de compte, j'ai réalisé, puisque j'avais demandé à ce qu'on invite tous les signataires du mémorandum, puisqu'on avait leur numéro de téléphone, et leur demandé s'ils voulaient qu'on change le contenu du mémorandum. Ils n'ont pas voulu. Donc, je me suis retiré. Et au bout du compte, le mouvement s'est désintégré. Et quelques semaines plus tard, il y a eu des officiers de l'armée qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, ah, Maître Baldé, nous avons suivi ce que tu as initié. Nous avons un souci comme toi de voir une transition pacifique en Guinée, qu'il n'y ait pas de violence. Donc, nous voulons qu'on puisse travailler ensemble. Je leur ai posé mes conditions. Je dis, si effectivement je dois travailler avec vous, nous allons veiller à ce que cela se fasse pacifiquement, qu'on prenne toutes les dispositions pour éviter qu'il y ait une violence de quelque nature qu'elle soit. Donc pendant 7 mois, on était en train de préparer la succession de M. Général Lansana Conté de son vivant. Les réunions se tenaient dans mon salon. Nous avons envisagé, avec l'implication à l'époque de tous les leaders de l'armée, la plupart. Il y a eu le décès de Général Lansana Conté, on était déjà prêts. Immédiatement, on m'a informé. On m'a demandé de rédiger la première déclaration qui devait être liée à la prise du pouvoir. J'ai écrit cette déclaration. Il y a des officiers qui sont venus la prendre chez moi, alhamdoulilah, à 3 h du matin. Il y avait notamment le général Doumbouya, qui est encore vivant, qui est là, qu'on appelle communément Grandi. Et il y avait un autre officier. Ils ont apporté ce communiqué au camp Al-Faya. Pendant toute la nuit, j'étais en contact à l'époque. Général Toto, un certain officier, général Korka, qui est décédé. Et puis,
Général Matirin, Bangoura, qui est encore vivant, qui est là. Le communiqué, il y a eu un changement juste au niveau du nom, et là aussi des mots. Sinon, le communiqué que j'ai rédigé, le premier communiqué que le monde entier, la Guinée a entendu, c'est moi qui l'ai rédigé. Il y a capitaine Moussa Dadis Camara qui est là. On peut lui demander. Et les autres. L'idée du vice-président, ce sont mes idées. Je l'ai fait pour une simple raison. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez en venir aux faits maintenant, ouais. aux faits véritables, s'il vous plaît. Donc, si vous me permettez, cette transition, c'est important pour que vous puissiez connaître le contexte. Donc, l'idée, c'était justement qu'on ait chaque région de la Guinée qui soit représentée au sein du pouvoir pour avoir un équilibre et surtout éviter qu'il y ait des violences et des tensions. Il y a eu les 2 vice-présidents qui ont été nommés, un 3e vice-président devait être nommé, et à l'époque, la question était de choisir entre Général Bachir Diallo, qui est actuel ministre de la Sécurité, ou Général Korka. Les autres ne sont pas passés. Je m'arrête là. C'est pendant les premiers mois, je faisais partie de la commission de rédaction d'abord du CNDD, ensuite la commission juridique et rédaction du CNDD. J'ai observé ce qui s'est passé, c'est lorsque capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque a fait son discours à Boulbiné. J'étais avec colonel Akoy, qui est l'actuel secrétaire général du stade de Ndongo. À notre retour, je lui ai dit, tout ce que nous avons fait, ça ne sera plus possible. J'ai quitté. J'ai continué mon travail au niveau de la société civile. Essayer de sensibiliser pour qu'il n'y ait pas la violence. Malheureusement, il y a eu les événements du 28 septembre. À l'époque, j'étais à Accra, au Ghana. C'était un lundi. Et le mercredi suivant, je suis rentré. Et dès que je suis rentré, immédiatement, on a commencé à contacter les différentes victimes. Et c'était très difficile parce que la plupart des victimes se terraient dans leur domicile. Il y a même certaines, vous avez entendu, qui ont dit quitter Conakry pour aller se réfugier dans leurs villages respectifs. Donc il était très difficile de pouvoir les contacter. Il fallait vraiment qu'il y ait certaines personnes de confiance pour les amener à rencontrer quiconque. C'est dans ces conditions, à l'époque avec Human Rights Watch, et là aussi je vais citer puisque c'est important pour que vous sachiez, il y avait la représentante de Human Rights Watch qui était basée à Dakar, Madame Corinne Difka. Elle est vivante, elle est là. Et c'est ce qu'elle suit ce procès. On a été rencontrer beaucoup de victimes pour les sensibiliser et les demander d'accepter à ce qu'ils puissent témoigner. C'est dans ces circonstances qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui a permis le travail de la commission internationale qui avait été établie pour justement établir le rapport dont vous disposez la copie. Je ne me suis jamais mis devant pour me montrer ou quoi que ce soit. Et avant qu'il y ait ces événements, au sein du CNDD, on nous avait demandé dans notre commission de dire quel poste nous voulions. Je leur ai dit, je ne veux aucun poste, ce travail-là, je l'ai fait par conviction. On me dit non. Si les autres ont demandé à occuper des postes, il faudrait que moi aussi je dise quel poste je voulais. Je leur ai dit, dans ces conditions, je veux qu'on me nomme au niveau de la cellule qui s'occupait de la lutte contre la corruption. Il y a un papier qui a été écrit, qui a été signé, qui a été cacheté, dont je dispose une copie. Il y avait à l'époque, colonel Kankoudouna, malheureusement, qui est décédé, qui était le gouverneur de la ville de Kankan. Il y a général Sibalo Lamou, l'ancien ministre de la Justice, qui est encore vivant, qui est là. Il y a d'autres personnes. Je n'ai jamais sollicité quoi que ce soit. On m'avait demandé à l'époque d'accepter d'occuper des postes. Je n'ai pas voulu. J'ai continué mon travail. Donc, c'est contenu en fait ces risques de violence. Et surtout, après les événements du 27 septembre, beaucoup de choses, ceux qui nous regardent, nos compatriotes ne savent pas. Il y avait un risque réel à ce qu'il y ait d'autres violences. Donc, je me suis mis avec certaines personnes en sollicitant tous ceux-là qui auraient pu nous permettre d'éviter qu'il y ait des violences. Et c'est vraiment le lieu et le moment de remercier à l'époque Madame Anna Pierre Grossi, qui représentait l'Union européenne, et
celle qui était à l'époque la représentante de PNUD en Guinée. Puisque c'est des personnes qui ont énormément aidé avec un certain nombre de diplomates que je ne vais pas citer le nom ici. C'est compte tenu de tous ces facteurs qu'on a décidé d'organiser une grève la faim. Pour demander à ce que tous les acteurs, pas seulement le CNDD, les acteurs politiques aussi, parce que si effectivement il doit y avoir l'entente et la paix, il faut à la fois qu'il y ait un dialogue, mais aussi une entente au niveau de tous les acteurs qui sont intéressés ou bien qui sont concernés par le processus démocratique dans notre pays. Donc, nous avons écrit un mémorandum, comme je l'avais fait lorsque, à l'époque, on avait sollicité la démission du général Lansana Conté. Ce mémorandum a été déposé au niveau du chef d'état-major de l'armée, au niveau à toutes les autorités, au niveau des différentes ambassades, au niveau des organes de médias. Quand les gens ont reçu le mémorandum, ils m'ont dit que je me fatiguais puisqu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont en train de mourir de faim. Donc l'idée d'organiser une grève de la faim, ça n'allait donner absolument aucun impact. Je leur ai dit que je croyais à la non-violence et je sais ce que Martin Luther King a fait, ce que Gandhi a fait, et je suis sûr et certain que ça pourrait marcher aussi en Guinée. C'est dans ces conditions qu'on a déclenché la grève de la faim en louant une salle au niveau de la maison des jeunes de Dixon Port. Dès le matin, la plupart des médias en parlaient déjà. Dans l'après-midi, même les chaînes américaines les plus connues, les chaînes européennes, tout le monde en parlait. Il y a des diplomates qui se déplaçaient pour venir nous voir. Aucune personne n'aurait imaginé qu'on puisse avoir une telle couverture médiatique. Donc, je suppose que cela a alerté certaines personnes, notamment le colonel Thiebourou Kamara. La journée s'est très bien passée et vers 18h, on a fait rentrer nos effets de matelas, des oreillers, des couvertures à l'intérieur de la salle. On avait des radios qu'on écoutait et on était couchés. C'est dans ces conditions vers 20h, la porte n'était même pas fermée. Il y a eu un groupe de gendarmes qui ont surgi. Ils sont venus pousser la porte, la faire tomber. Ils sont rentrés, ils nous ont trouvés à l'intérieur. Ils nous ont tiré, il y a certains par les pieds, d'autres par la tête, avec des insultes que je ne pourrais pas répéter ici. Ils nous ont traînés dans la boue de la salle où nous étions jusqu'au niveau de la route principale où les pick-up étaient garés. Ils nous ont mis à l'intérieur comme des sacs de patates. Ils ont mis leurs pieds sur nous. On était au nombre de 11. Ils nous ont envoyés au camp Al-Faya. Arrivés sur place, ils nous ont alignés. Ils ont demandé qui était le chef. Je leur ai dit, c'était moi le chef. Il m'a dit, ah oui, c'est toi. Qui tu es? Je lui ai dit que j'étais un acteur de droit civil. Il m'a dit non. Ces choses-là ne sont jamais arrivées avant en Guinée. Il m'a dit, c'est toi l'Américain? J'ai dit non, je ne suis pas américain, je suis guinéen. Il m'a dit, ça, c'est une forme de terrorisme moderne. C'est du terrorisme pur et simple, mais vous allez le regretter. Il a fait envoyer des pains libanais. Je mentionne le pain libanais parce que c'est différent par rapport au pain qu'on appelle communément tapalapa, avec des boîtes de corned-beef. Il nous a dit, vous avez le choix. Vous mangez ce pain avec le corned-beef, ou bien c'est sans coup sous les fesses. Vous choisissez. On s'est regardé, on n'avait pas le choix. Ce sont nos mains sales qu'on a traînées dans la boue, qu'on a utilisées pour prendre le corned-beef et mettre dans le pain. On ne pouvait pas le manger, mais il fallait l'avaler. Je ne peux pas vous expliquer comment on a pu avaler ce pain. Et quand c'est fini, il nous a pris, il nous a mis dans un conteneur qui était juste à côté, à la rentrée de son bureau. On a trouvé des personnes à l'intérieur du conteneur. C'est là-bas où on devait faire tous nos besoins. Quand on est rentré, ces deux personnes avaient pris des cartons qu'ils utilisaient comme matelas. Il y a l'un d'entre eux qui a commencé à nous menacer.
Heureusement, le second nous a demandé qui nous étions. Je me suis présenté et tout. Et puis, ce dernier a demandé à l'autre de nous laisser tranquilles. Ils sont venus faire sortir certains d'entre nous. Ils les ont envoyés, quelques minutes après, ils sont venus me chercher. Ils m'ont envoyé dans un bureau où j'étais assis sur une chaise, mais une chaise roulante, comme par exemple celle-là. Il y avait des gendarmes qui avaient des armes. Il y avait un civil et puis un autre gendarme. Ils ont commencé à me poser des questions. Qui vous financez? J'ai dit, nous n'avons pas demandé un financement. Je suis avocat et je dispose de moyens financiers pour organiser une telle grève. Et de toutes les façons, le montant que nous avons payé, c'était juste pour la location de la salle. Nous n'avions pas besoin de fonds assez importants pour organiser cette grève. Il dit c'est faux. Après, c'est des chiffres. Ça commence. Il pose une question. Si je ne leur donne pas la réponse qu'ils veulent entendre, c'est des chiffres. Des insultes que je ne peux pas répéter ici. Ça a duré de 8h jusqu'à 2h du matin. J'entendais certaines personnes crier à côté, qui suppliaient. Ils me disaient, tu ne dis pas ce qu'on veut entendre, voilà ce que ça va t'arriver. Et au bout du compte, je leur ai dit, écrivez ce que vous voulez. Je vais signer. Arrêtez de me frapper. Ils ont écrit, ils ont imprimé, ils ont envoyé, j'ai signé. Malheureusement, il y a un des gendarmes qui a continué encore à me frapper. Et il y a l'un d'entre eux qui a dit non, arrête, ne le frappe plus. Ils m'ont pris pour me ramener dans le conteneur. Mais avant d'aller, quand ils ont arrêté de me frapper, au moment où il est imprimé la copie du procès verbal, un des civils qui m'interrogeait, c'était quelqu'un qui me connaissait parfaitement bien, qui avait participé à certaines des conférences que j'avais organisées au niveau de la salle de Mouna Internet sur la non-violence. C'est en ce moment il m'a dit, M. Baldé, j'ai dit, tu me connais et puis tu me traites comme ça? Et le second gendarme, je le dis ici, c'est aussi une personne qui me connaissait parfaitement, puisqu'il vient de Kona, à Tougué. Il était avec Tchebro, on peut retrouver son nom. Je l'ai rencontré après dans le bureau du procureur de Dixine, Ndiaye. Je le vois, je peux le reconnaître physiquement. Il faisait partie, il était dans la salle. Ils m'ont ramené dans le conteneur. La seule chose qui nous a sauvés, puisque avant que je ne déclenche la grève la faim, j'avais pris soin de donner certains numéros de téléphone à 3 personnes différentes. Je leur ai dit, je ne pense pas qu'on va s'attaquer à nous puisqu'on organise une grève la faim, mais au cas où, voilà ces numéros, appelez-les, demandez-les d'intervenir, on a été arrêtés. Il y avait notamment des numéros de téléphone concernant certains sénateurs aux États-Unis, certaines personnes au sein des Nations Unies, la CEDEAO, et heureusement, une fois qu'on a été arrêté, les gens sont informés, là aussi, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la CEDEAO, que ce soit les États-Unis. À l'époque, la France finançait la construction du pont 8 novembre. Ils ont arrêté le projet puisqu'on a été arrêté. C'est des faits. C'est qu'on est sous cette pression que le capitaine Moussa Dadis Camara a envoyé le colonel Diaby qui est là, avec M. Koutoubou Sano, pour nous faire libérer au camp Al-Faya. Quand ils sont venus le matin, ils nous ont fait sortir du conteneur. M. Koutoubou Sano s'est adressé à moi. Il m'a dit, maître, c'est capitaine Dadis qui nous envoie. Il a compris le message que vous avez voulu transmettre. Nous allons s'asseoir avec les leaders, on va trouver une solution. Mais arrêtez la grève de la faim et on va vous envoyer à l'hôpital. C'est en ce moment qu'ils nous ont pris, on nous a envoyés à Donka, puisqu'il y avait certains qui étaient blessés. Moi, par exemple, j'avais le visage gonflé à cause des gifles. Et puis certains égratignures, on nous a envoyés, on nous a fait aligner au niveau de l'hôpital Donka. On a été consultés et on a eu des pansements. Ensuite, M. Koutoubou Sano nous a envoyés à côté du pont 8 novembre, il y avait un restaurant là-bas. Bon, moi, j'ai vraiment pas pu avaler quelque chose.
Il y a certains qui ont mangé un peu. Ensuite, il nous a dit, bon, il y a un capitaine de disque qui voulait vous rencontrer, on va aller au camp Al-Faya. On a été, mais il y avait d'autres rencontres avec capitaine Moussa Dadis Camara. On attendait un certain temps, j'ai dit non, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. Il nous a dit, ok, rentrez, demain matin, vous allez revenir. Donc on a quitté le camp, on est rentré, il n'y a jamais eu d'autres rencontres. Il m'a fallu plusieurs mois, et jusqu'à ce stade, quel que soit l'endroit où je suis, quand on pousse très fort une porte, dans ma tête, ça déclenche immédiatement, j'ai peur, automatiquement. Ce que le colonel Moussa Djebou nous a fait, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un être humain puisse faire un autre humain, alors que tout ce que j'avais fait, c'est de solliciter à ce qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des négociations, qu'il n'y ait pas la violence. Qu'aucun Guinéen ne soit tué, c'est tout ce que j'avais sollicité. Et au sein du CNDD, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens, c'est après qu'ils nous ont arrêtés, qu'ils ont été informés. Parce que je suis devant vous ici, comme je vous ai dit, je vais rétablir les faits et l'histoire. Capitaine Moussa Dadis Camara, dès le lendemain de prise du pouvoir, je l'ai rencontré et il m'a posé la question. Il m'a dit, Beth Baldé, vous pensez que ça va prendre combien de temps pour revenir à l'ordre constitutionnel? Je lui ai dit, ça dépend. Il m'a dit, non, combien de temps? J'ai dit, une année. Il m'a dit, on va le faire. Et je sais, malgré tout ce qui s'est passé, à l'époque, il avait la volonté d'organiser des élections pour rendre le pouvoir aux civils. Ça, j'ai la certitude, puisque au début, on a eu plusieurs entretiens. Quand ils ont demandé à nommer le Premier ministre, ils ont envoyé le nom. J'ai dit non, on ne peut pas nommer un Premier ministre sans définir ses prérogatives. Il a dit, dites-les d'écrire et d'envoyer. Quand on a envoyé, ils n'ont pas changé une virgule. Malheureusement, comme certains l'ont dit ici, il y a certaines personnes qui l'ont induit en erreur. Il y a un certain nombre de détails dont je ne vais pas revenir ici, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent et il y a des questions qui vont être posées. Mais je voulais, en quelques mots, raconter ça pour que les Guinéens sachent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont œuvré pour cette transition. On n'a pas sollicité ni l'argent ni le pouvoir. Mais on a une satisfaction morale et aucune personne ne peut la lever. On a apporté notre modeste contribution pour qu'il y ait la paix et la quiétude sociale en Guinée. Et ça, je voulais que ce fait-là soit rétabli. Je vous remercie, Monsieur le Président. Quand est-ce que ces faits sont passés? Ces faits sont passés exactement le 28 octobre 2009, jour pour jour, 4 semaines après les événements du 28 septembre. Et pourquoi cette grève de la faim? La grève de la faim était destinée à mettre la pression sur à la fois les leaders politiques, mais aussi l'armée qui est au pouvoir, pour qu'il n'y ait plus de violence, pour qu'il y ait le dialogue. Je l'ai dit un peu plus tôt, il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que ça aurait pu avoir un impact. Mais on l'a vu ce qui s'est passé en Inde avec Gandhi. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Martin Luther King. Et j'y croyais énormément qu'avec la non-violence, on peut obtenir des résultats. Et je sais, si effectivement, le colonel Djebou Camara nous avait laissé aller à terme de notre grève de la faim, ça aurait pu avoir un impact beaucoup plus considérable. Ministère public, question. Maître Suleiman. Oui. Voilà, je voudrais revenir sur la première question de Monsieur le Président. Les faits là, les faits que vous relatez devant ce tribunal datent de 28 octobre. Tout à fait, 28 octobre 2009. C'est suite à votre grève de faim. Tout à fait. Vous avez été arrêté? Oui. Conduit au camp Al-Faya. Tout à fait. Votre grève de faim avait pour quel objectif? L'objectif principal, c'est de demander, après les événements de 27 ans, parce que comme je vous ai dit, dès le lendemain, quand je suis revenu, j'ai eu à rencontrer personnellement les victimes.
J'étais à l'époque au niveau de la grande mosquée Faisal. Et j'étais aussi dans les morgues, avec d'autres personnes. J'ai vu les cadavres. Je ne pouvais pas imaginer qu'un Guinéen puisse faire de telles choses à un autre Guinéen. Et je sais, comme on dit, la violence appelle la violence. Donc il fallait absolument sortir du centre de la violence, essayer d'utiliser des méthodes pacifiques, afin d'amener tous les acteurs, à la fois politiques et militaires, à s'asseoir autour de la table et trouver une solution pour ne plus qu'il y ait de telles violences en Guinée. C'était ça l'objectif de la grève de la faim. Vous avez été conduit au camp Al-Fayaya. Oui. Par les gendarmes. Par colonel Thiebro Camara avec ses compagnons, avec ses subordonnés. Il était présent au moment où... Il était présent, il est venu, il m'a tiré par la tête, par les pieds, il est là. Il est là. Et ça, je n'oublierai jamais. Il était présent, c'est lui qui nous a conduits au camp Al-Fayaya et il m'a dit, dans les yeux, ça c'est une forme de terrorisme moderne, mais vous allez le regretter. Colonel Thiebro Camara, il est là. Vous confirmez que c'est dans le conteneur où on vous a détenu? Il nous a mis dans le conteneur et là aussi, il y a Colonel Diaby qui est là. S'il dit la vérité, puisque c'est lui et M. Koutoubou Sano qui sont venus nous faire libérer. Quand ils sont venus, on était à l'intérieur des conteneurs. C'est lorsqu'ils sont venus qu'on nous a fait sortir des conteneurs. Et au-delà de moi, il y avait Maître Christophe Koné qui est là aussi. Et il y avait d'autres personnes. On était 11, comme je vous ai dit. Et dans les 11 personnes, toutes les ethnies et les régions de la Guinée étaient représentées. Quand nous sommes venus le soir, ils ont demandé nos noms. Ils ont réalisé que c'était vraiment la Guinée, la jeunesse guinéenne qui était représentée et qui a organisé cette grève la faim. On a souvent parlé de conteneurs au camp Al-Fayaya. Oui. C'est dans ce même conteneur qu'on vous a détenu? Oui, le conteneur était juste à côté. Quand vous êtes assis au niveau des escaliers, c'était à droite. Le conteneur était à droite. Vous avez fait combien de jours au camp Al-Fayaya? Non, heureusement, on nous a envoyés là-bas à 20h. Et le matin, je vous ai dit, et ceux qui sont ici le savent, il y a eu une pression, puisque je vous ai dit, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, les États-Unis, tous les pays, Madame Anna Pierre Gorsi, je le dis ici, je le répète, parce qu'elle a joué vraiment, au-delà de ces événements, elle a joué un rôle fondamental pour vraiment aider à ce qu'il y ait une solution. Et je vous ai dit, même la France avait suspendu à l'époque le financement du pont 8 novembre, puisque nous avait arrêté. Tout le monde avait exigé à ce qu'on soit libéré immédiatement. Et je sais aussi, au-delà du colonel Thiebro Camara, il y a beaucoup de personnes au sein du CNDD qui me connaissaient parfaitement et qui connaissaient le rôle que j'avais joué et qui ne savaient même pas qu'on avait été arrêté. Donc vous avez fait combien de jours? Le lendemain matin, on nous a libérés. On vous a libéré le lendemain matin? Oui. Vous personnellement, vous n'avez pas été au stade du 28 septembre? Non, je n'ai pas été au stade. Je n'étais même pas à Conakry à l'époque. Heureusement, parce que si j'étais à Conakry, je sais que j'aurais aussi été au stade. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, distingué assesseur. Maître Baldé, au départ, donc, vous étiez avec le CNDD? Tout à fait. Et je le dis et je me garde de citer certains noms, puisqu'il y a certains militaires qui sont encore en fonction aujourd'hui. Mais je l'ai dit, il y a le colonel Mathurin Bangoura qui est à la retraite. Le général Mathurin Bangoura, il est là. Il est vivant, puisque le lendemain, quand je suis venu au camp Alpha, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Il a appelé notamment le colonel Sibalo, le général Sibalo Lami qui est là. Il a dit, vous allez avec Maître Baldé. Et je vous ai dit, le premier jour, pendant 3 semaines, je n'ai pas dormi plus de 4 heures. Puisque tous les actes qui étaient écrits et signés, j'étais impliqué, je faisais partie de la commission de rédaction, c'est-à-dire la commission juridique à l'époque. Donc, ce que je veux comprendre, au départ, vous étiez avec le CNDD. Tout à fait. Vous avez pris part à la rédaction des textes qui ont régi la transition. Le premier communiqué et les différents décrets, oui, j'ai pris part. Et pourquoi finalement vous avez quitté le CNDD? J'ai quitté le jour où Capitaine Moussa Dadis Camara a fait son discours à Bilbiré. Parce qu'on avait, avant qu'il y ait la prise de pouvoir, et même après la prise de pouvoir, il y a eu des engagements qui ont été pris.
de rendre le pouvoir aux civils. Et là aussi, il y a une réunion qui était organisée entre les militaires, notamment à l'époque, général Toto Camara, général Mathurin Bangoura, pour ne citer que c'est là, parce que général Mathurin est là, avec un certain nombre de diplomates. Il y a eu, puisque dans le communiqué c'était indiqué, il devait y avoir à la fois des civils et des militaires pour conduire la transition. Et là aussi, je le dis, pour une question, puisque il y a certaines personnes qui peuvent dire que je raconte des histoires. Monsieur Nabi Kamara, qui est l'actuel directeur du centre de formation du ministère de la Justice, il était présent dans cette réunion. Il est là, il est vivant. On avait exigé à ce qu'il y ait à la fois des civils et des militaires, et il y a des engagements qui sont pris, et ces engagements devaient être respectés. Et c'est puisque le capitaine Moussa Dadis Kamara, ce jour-là, a menacé d'ôter sa tenue et de se présenter. J'ai dit, c'est foutu, puisque ce n'est pas l'engagement qui a été pris, et moi, je ne peux pas m'associer si effectivement l'idée et les engagements de départ qui avaient été pris ne seront pas respectés. Ce jour-là, je suis venu, j'étais avec colonel Akoy, il est actuellement le secrétaire général du stade de Nongo. J'étais avec lui, on est revenu au bureau, j'ai pris mon sac et depuis ce jour-là, je n'ai jamais plus remis mes pieds au niveau du petit palais, l'actuel palais de nation. Bien, votre poste, est-ce que vous avez été effectivement nommé? On m'a sollicité 2 fois de rentrer dans le gouvernement. Oui, vous avez demandé un poste? J'ai demandé, quand ils m'ont dit tout ce qui était dans la commission, il fallait qu'ils disent quel poste ils voulaient. Par exemple, colonel Kankoune, vous avez demandé à ce que vous soyez au niveau de la cellule de lutte contre la corruption. On vous a nommé là-bas? Non. D'accord. C'est pas pour cette raison. On m'a dit, quand j'ai sollicité, il y a certaines personnes qui l'ont dit que je ne serais pas bien là-bas. Donc, est-ce que c'est pas pour cette raison que vous avez quitté le CNDD? Non, mais ça s'est passé au début. Et j'ai quitté le CNDD bien après. Bien. Et il n'y a pas eu d'antécédent entre vous et ces membres du CNDD? Il n'y a eu absolument aucun antécédent. Et jusqu'à ce jour, j'ai de très bons rapports avec tous les officiers de l'armée guinéenne qui ont été associés. Avec Tchebro particulièrement, il n'y a pas d'antécédent? Non, il n'y a aucun antécédent entre moi et lui, pas à ma connaissance en tout cas. D'accord. Et quels sont les officiers dont vous aviez remarqué la présence lors de votre incarcération au camp? Il y avait en fait que c'est colonel Tchebro Kamara et ses hommes. C'est les deux, puisque même quand on a été libéré, je sais qu'il y a certains officiers qui sont venus me voir et me disent, mais Baldé, il a fait n'importe quoi. Si par exemple, quand il nous a arrêtés. Tchebro et qui? Non, il y avait que colonel Tchebro, et puis comme je vous ai dit, il y a un gendarme, il est de Kona Tougué. Il était avec colonel Tchebro, et lui, c'est lui-même qui s'est présenté à moi le lendemain. Il me connaissait quand j'allais à la baie en vacances. J'ai descendu un de ses frères. Il me connaissait, mais malgré tout ça, ils m'ont torturé. D'accord. Tous les 11 ont subi le même sort? Il y a certains jeunes qui ont été torturés, d'autres pas. Quand on est sorti, il y a certains qui racontent, par exemple, dans le procès verbal que j'ai déposé, il y a un jeune qui était avec nous, qui avait aussi été torturé, et il le raconte. Il y a certaines personnes qui n'ont pas, en fait, je pense que c'était surtout moi, comme on disait, j'étais le chef, qui a subi surtout beaucoup plus de torture. Bien. Qui d'autre peut venir parler comme vous de cette affaire? Non, pas. Il y a beaucoup de personnes. Il y a. Les 11 là, ils sont tous là? Les 11, bon, il y a certains avec qui je suis en contact. Par exemple, Christophe Koné, il était avec nous. Bon, il n'était pas dans la salle. Et puis dans la salle là, il y a un jeune qui est dans la salle. Lui aussi, il était avec nous. Dans cette salle, ici, là. Il faisait partie des 11. Oui, il faisait partie des 11. Comment il s'appelle? Il s'appelle Kali Diallo. Il est là. Et puis au-delà de lui, il y a Tcherno Ahmad Diallo. Il y a un certain. Qui? Tcherno Amadou. Tcherno Amadou Diallo. Parce que vous dites que toutes les composantes de la Guinée étaient parmi les 11. Oui, toute la composante. Je vous ai dit, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, tout le monde. Tcherno Amadou Diallo et qui d'autre? Il y avait un certain Sekou Doré. Sekou Doré. Vous savez où il est? Je sais qu'il est là. Il y avait un certain... Bon, il fait partie de la société civile. Sekou Doré. Oui, il fait partie de la société civile.
Il était avec B.C. Dansa Kourouma. Il est là. Et puis au-delà de lui, il y a un Kali Diallo, Tiernamadou Diallo, Sékou Doré étaient parmi les 11. Oh, non, Tiernamadou Sow, pardon. Tiernamadou Sow, pas Diallo. Tiernamadou Sow. Ils étaient parmi les 11. Oui, il était parmi les 11. Bien. C'est à cause de cette grève de la faim qu'on vous a torturé? Seulement, c'est à cause de ça? Toutes les questions, on m'a posé des questions par rapport au financement. Il disait que nous étions derrière certains leaders politiques, alors que moi, je suis rentré en Guinée au mois de juillet 2007, et tout le monde le sait, je n'ai jamais accepté de m'associer à un parti politique ou à un leader politique pendant la période où j'étais au sein de la société civile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs. Maître Baldé, vous avez dit que votre interpellation s'est faite à la maison des jeunes de Dixin, n'est-ce pas? Exactement. Il était quelle heure? Il était vers 20h. Est-ce que vous aviez fermé les portes et fenêtres de cette maison? Pas du tout. On avait juste fermé les portes paclées toute la journée. Et on était dans la cour, les gens venaient, on avait mis en place un registre que les gens pouvaient signer. On était en train de discuter entre nous, la porte n'était pas fermée à clé. Quand ceux qui sont venus vous arrêter sont arrivés, les portes étaient fermées à clé ou pas? Et les portes n'étaient pas fermées à clé. Mais ils ont défoncé les portes. Ils n'ont pas essayé d'ouvrir avec la serrure, ils ont défoncé les portes. Comment on vous a exfiltré de là? On m'a tiré par les pieds, par les mains, traîné par terre. Pas de dire par exemple, levez-vous, et puis vous marchez, on vous amène dans les portes. Non, non, non. On nous a tiré par les pieds, certains par les cheveux, par la tête, c'est par terre, jusqu'au niveau de pick-up. Ensuite, on nous a mis à l'intérieur. Quand vous êtes arrivé au camp Alfaya et Diallo, vous a-t-on interrogé avant de vous mettre dans le conteneur ou c'est après? C'est après. Quand nous sommes arrivés, Colonel Thiebro nous a alignés. Il a demandé qui était le chef. Je lui ai dit que c'était moi. Il a dit oui. Ça, c'est une forme de terrorisme moderne. Il a envoyé le pain et le cornambef. Il nous a donné le choix de manger ou bien sans coup sous les fesses. Donc, on a avalé. Le choix est vite fait. Vite fait. On a avalé. Et c'est après qu'on a avalé, c'est en ce moment qu'il nous a mis dans le conteneur. Tous. Celui qui procédait à l'interrogatoire, était-il un officier de police judiciaire ou c'est juste un gendarme qu'on a mis pour la circonstance qui devait vous interroger? Non, c'est pas un officier de police judiciaire. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Ou bien c'est M. Moussa Thiebro lui-même en personne qui s'est occupé de votre interrogatoire, qui vous a donc interrogé? Non, non, c'est pas lui qui m'a interrogé. C'est quand je suis rentré dans la salle, il y avait des gendarmes comme ça qui sont arrêtés l'un côté avec les armes. Il y avait un gendarme qui était devant moi avec un civil. Donc c'est le gendarme et le civil qui m'interrogeaient. Votre interrogatoire a duré combien de temps? On m'a envoyé là-bas vers, je pense, je ne me rappelle pas l'heure exacte, mais je pense vers 21h comme ça, jusqu'à 2h du matin. Pendant votre interrogatoire, durant tout le temps qu'a duré votre interrogatoire, M. Moussa Thiebro Camara était-il rentré dans cette pièce? Non, non, il n'est pas rentré dans la salle. À votre avis, la grève de la faim, c'est une forme de revendication ou c'est un acte délictuel, criminel ou contraventionnel? Non, vous savez, quand on regarde l'histoire récente du monde, il y a des groupes de personnes
qui utilisent différents moyens pour arriver à leur fin. Il y a ceux-là qui sont contre la violence, donc il faut utiliser des méthodes pacifiques, et ceux-là qui utilisent la violence. Et nous, compte tenu du contexte de l'époque, on a dit il faut utiliser la non-violence. La grève de la faim, on ne fait du mal à personne. On organise notre grève de la faim, et là aussi dans un endroit public où on ne nuit à aucune personne. On n'aurait jamais pu imaginer que cela puisse nous conduire au camp Al-Faya. Votre procès verbal, enfin, d'interrogatoire entre griffes, vous l'aviez signé? Je l'avais signé. Dans quelles conditions vous l'aviez signé? Quand à 2h du matin, compte tenu des douleurs que je subissais, parce que ceux qui me connaissent le savent, je suis une personne qui ne cède pas facilement. La douleur, je la supporte. Lorsque j'étais tout petit, j'ai tombé assez malade. Vous l'avez signé, excusez-moi, monsieur Maître Baldé, de vous interrompre. J'ai signé puisqu'on m'a forcé à signer. Enfin, j'ai demandé à ce qu'ils écrivent et que je signe. Puisque je me suis dit, en signant ce procès verbal, les gifles et les insultes vont s'arrêter. Pendant votre interrogatoire, on vous injuriait et puis on vous giflait également? On m'injuriait, c'est des injures que je ne peux pas répéter devant ce tribunal. On vous giflait aussi? En même temps. Cette question, s'ils ne sont pas satisfaits, c'est paf, paf. Et puis la chaise tournait des fois. Il tirait la chaise encore. Quand vous avez, au petit matin, comment vous êtes sorti de là, dans ce conteneur-là? On vous a appelé un à un pour vous dire qu'on vous avait libéré, ou bien il a fallu l'intervention de tierces personnes? Parce que quand vous faisiez votre récit tout à l'heure, j'ai cru entendre que les médias avaient relayé le fait que vous soyez au niveau de la maison des jeunes de Dixine où vous observiez une grève de la faim. On était à l'intérieur du conteneur. C'est lorsqu'il y a eu l'arrivée des colons de Diaby qui est là encore. Il est là, il peut témoigner. Et ensuite... Monsieur Abdullah Chérif Diaby? Exactement. Bien. Et il est venu avec monsieur Koutoubou Sano. C'est eux, quand ils sont venus, je suppose, puisque nous on était à l'intérieur du conteneur, mais en tout cas quand on est sorti, on les a vus devant les escaliers, les deux, quand on nous a fait sortir du conteneur. Et c'est là où M. Koutoubou Sano nous a informé qu'il a été envoyé par Capitaine Dadis Camara pour nous faire libérer, et il nous demande à ce qu'on arrête la grève de la faim et qu'une solution sera trouvée par rapport à nos revendications. Vous avez dit tantôt que vous avez trouvé 2 ou 3 personnes dans ce conteneur. Non, 2 personnes, exactement 2 personnes. 2 personnes. Vous savez, vous étiez sorti avec ceux-là? Non, non, non. C'est là, j'allais dire. On les a laissés à l'intérieur du conteneur. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'elles sont devenues par après? Ah, monsieur le procureur, quand on est sorti là-bas, on n'a pas cherché à savoir ce qui se passe derrière nous. C'est des personnes que vous connaissiez ou pas? Non, pas du tout, on ne les connaissait pas. Bon courage, maître. Merci. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le associés. La défense. Merci, monsieur le président. Maître Baldé. Oui. Très bien. Et vous confirmez avoir participé activement à la prise du pouvoir après le général Lansana Conté? Tout à fait. Et reconnaissez-vous être l'auteur du communiqué qui a été lu? Exactement. Il y a peut-être, je précise, il y a peut-être 2 mots au niveau du nom du CNDD qui ont été changés. Sinon, même pas une virgule a été changée par rapport au communiqué que j'ai rédigé. Général Doumbouya, qu'on appelle communément Grandé, avec un autre officier, ils sont venus chercher le communiqué chez moi à 3h du matin. Et c'est le même communiqué qui a été lu à la radio nationale. En d'autres termes, tous les membres du CNDD vous connaissent personnellement pour avoir été
un acteur actif dans la prise du pouvoir? Je ne dirais pas tous les membres du CNDD, puisque là aussi, il y a une précision que je dois apporter. Par exemple, quand il y a eu la prise du pouvoir, il y a certains, ils ont demandé à ce qu'on établisse la liste des membres du CNDD. On a commencé à établir la liste, et malheureusement, il y a des personnes qui venaient qui disaient ah, mets mon nom, mets le nom de mon ami, mets le nom de mon cousin, ainsi de suite. On s'est retrouvé avec plus de 200 personnes. Et au bout du compte, il n'y a aucune liste qui a été faite. Si vous regardez la liste, vous ne verrez jamais mon nom. Et la plupart des gens qui ont joué vraiment un rôle clé, vous ne verrez pas leur nom dans la liste du CNDD. Puisque après, on a dit, écoute, on laisse tomber. C'est vous qui avez établi cette liste? C'était la commission dont j'étais membre qui devait établir cette liste. Mais comment pouvez-vous expliquer que vous fassiez partie des acteurs majeurs de la prise du pouvoir par le CNDD et que vous n'ayez obtenu aucun poste de responsabilité? Je n'ai pas sollicité obtenir un poste. Et là aussi, il y a certains groupes des officiers qui sont venus me voir chez moi. Quand il y a eu le décès de M. Nabi, qui était à l'époque ministre contrôle d'État, ils sont venus me demander à ce que j'accepte qu'on propose mon nom. Pendant 2 heures, ils étaient dans mon salon. Et c'est des personnes qui sont vivantes, qui sont encore ici. J'ai dit que je ne pouvais pas le faire. Et parmi ces personnes, il y a colonel Dougo, qui est encore vivant, vous pouvez le demander. Il y a certaines personnes, je ne vais pas citer leur nom, mais ceux qui sont à la retraite, je sais qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Donc, il y a colonel Dougo qui est là, qui est encore vivant, vous pouvez lui demander. Est-ce que... Bon, et moi, par exemple, j'aurais du mal à vous croire par rapport à cela, parce que quand on mène de telles actions, on s'attend toujours à une contrepartie. Donc, vous avez abattu tous ces boulots sans vous attendre à une contrepartie. Maître, au-delà du travail que je fais justement à l'époque, au niveau du CNDD, même dans mon travail de tous les jours en tant qu'acteur de droits de l'homme, vous pouvez demander, depuis que je suis revenu en Guinée en 2007, tous les dossiers que j'ai ici, je ne demande pas un centime à quiconque. Je le fais gratuitement. Comme vous le savez, même pendant le régime de M. Alpha Condé, j'étais frappé, on m'a fait beaucoup de choses, je n'ai jamais renoncé à mes activités et je n'ai jamais sollicité un centime à quiconque. Pas une seule fois. Je n'ai pas besoin de rentrer dans certains détails, mais je fais ce travail par conviction, pas pour une question d'intérêt. Si je voulais effectivement travailler pour de l'argent, ce n'est pas en fait ces activités de l'homme que je l'aurais fait, et je me serais pris aussi autrement. Est-ce que vous ne voyez pas que certaines personnes peuvent être tentées de dire que vous étiez frustré pour n'avoir pas eu des contreparties dans la prise du pouvoir, que c'est ce qui vous aurait braqué contre le CNDD? Vous ne pouvez pas, vous n'imaginez pas? Maître, je vous donne encore un autre exemple. Quand on nous a transférés au niveau du Petit Palais, quand nous sommes venus, nous avons été les premiers à rentrer dans le bureau du général Lansana Conté après sa mort. On a trouvé à l'époque 2000 tennis qui avaient été offerts à la Guinée par la Libye. Ils ont divisé les tennis et chacun d'entre nous devait avoir 200 tennis. Moi, je suis un civil. On m'a dit ça, c'est ta part. J'ai dit non. Moi, je suis un civil, je n'ai pas besoin de tennis. Il me dit, tu peux donner ou vendre. J'ai dit non. Vous prenez, vous divisez entre nous. Même le ticket de carburant. Et là, Demba Fadiga, qui était le député uninominal de Kindia. Il est vivant, il est là. Colonel Akoy, il est là. Général Sibalolamou, il est là. Il y a d'autres personnes que je ne vais pas citer parce qu'il y a certains qui sont encore en fonction. Demandez-leur si j'ai jamais accepté même le ticket de carburant pendant toute la période que j'étais au CNDD. On nous a envoyé les tickets. Mais même pas quand il a envoyé le ticket, je leur ai dit, partagez entre vous, je n'en ai pas besoin. Ils sont vivants, ils sont encore là. Okay. Vous avez eu à faire état d'une certaine méfiance de la part des victimes que vous aurez encouragé et à accepter de venir vers la Cour. Alors, qu'est-ce qui expliquait la méfiance de ces victimes? C'est la peur.
C'est la peur. Il y a beaucoup d'entre eux. Après les événements de 28 septembre, comme certains l'ont dit ici, il y avait une opération de ratissage. Et ça durait plusieurs semaines, hein. Contrairement à ce que certaines personnes voudraient faire croire. Non, ça durait même au-delà des mois. Donc il y a plusieurs personnes qui ont quitté Conakry pour aller à l'intérieur. Mais il y a certains même qui ont été sortis du pays. Et ça aussi, une fois de plus, les mémoires sont encore fraîches. Il y a certains détails que je ne pourrais pas donner ici. Il y a certains, je sais comment on a fait pour les aider à sortir de la Guinée. Bon, venons-en à la grève de la faim. Alors, cette grève-là, vous étiez au nombre de 11, vous l'avez dit. Tout à fait. Très bien. Moi, je voudrais connaître vos revendications et quels étaient les rapports entre vos revendications et les événements du 28 septembre. La grève de la faim, on l'a organisée suite au massacre qu'il y a eu au 28 septembre et suite au ratissage et à la destruction des biens privés. Les violences continuent encore. Donc il fallait à un moment donné... C'était pour dénoncer les exactions exactement perpétrées au stade. Exactement. Et les jours qui ont suivi. Exactement. C'était ça l'objectif. Et puis, solliciter à ce qu'il n'y ait plus de violence. Et pour qu'il n'y ait plus de violence, il faut nécessairement que les acteurs politiques et ceux qui étaient au pouvoir puissent s'asseoir autour de la table, négocier et trouver une solution. Donc, nos exigences ne s'adressaient pas uniquement à l'époque aux membres du CNDD, mais aussi aux acteurs politiques, afin qu'il y ait vraiment une entente pour éviter qu'il y ait encore d'autres violences. Et là, il y a une chose aussi que je vais préciser. On verra comment l'avenir nous en dira davantage, mais il y a encore certaines informations qu'on ne peut pas divulguer à ce stade-là. Mais il y avait des tensions, il y avait certaines velléités pour qu'il y ait encore d'autres violences. Je sais dans certaines circonstances ce que nous avons fait pour éviter qu'il y ait de violences additionnelles. Donc il fallait absolument qu'il y ait une prise de conscience, afin qu'on puisse trouver un terrain d'entente et qu'au bout du compte, qu'il y ait une justice pour les victimes, sans pour autant que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus douloureux par rapport à ce que nos concitoyens ont vécu au stade. Et vous avez parlé des maîtres Koné, Christophe, hein? Tout à fait. Christophe Labilé Koné. Oui. Il faisait partie des 11. Tout à fait. Et il a été soumis aux mêmes actes de torture, de séquestration que vous... Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a certains détails que je ne veux pas vraiment évoquer ici, puisque, comme je vous ai dit, les mémoires sont encore fraîches, et puis si on est là, c'est pas comme on dit envenimer la situation. Mais lui, il n'a pas subi de torture. Et puis, vous savez, ces événements-là ont fait l'objet d'une couverture médiatique assez large. Même maintenant, quand vous allez sur Google, les noms de 11 personnes sont cités. Par exemple, il y a la Fédération internationale des droits de l'homme qui avait fait un communiqué à l'époque. Quand vous allez sur Google, vous verrez le nom de tout le monde. Et puis au-delà, il y a beaucoup d'articles encore au niveau de l'Internet par rapport à ces événements-là. Et vous, aujourd'hui, parmi les 11, je crois, vous êtes la première personne à accepter de venir comparaître et de nous dire ce que vous avez vécu. Alors, j'imagine que vous devez être en contact avec les autres, parce que moi j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux des déclarations d'un certain Mamadou Kali Diallo qui se réclame aussi être des 11. Est-ce que, en dehors de vous, il y a d'autres parmi les 11 qui entendent aussi comparaître? Bon, vous savez, il y a par exemple parmi nous un monsieur qui est même décédé. Il y a une des personnes aussi que j'ai rencontrée il y a même pas en fait 3 semaines. Mais la plupart des gens, ils veulent juste tourner la page, puisque c'est vraiment des événements assez douloureux. Il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas imaginer. Quand vous revivez ces événements-là, ça fait mal. Je ne souhaiterais même pas, même à mon pire ennemi, d'être victime de torture. Même mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas.
en dehors de vous, les activistes, des militants des droits de l'homme, et quelles autres personnes ont été enfermées dans ces conteneurs? Oui, comme je vous ai dit, on a trouvé des personnes à l'intérieur des conteneurs. Et quand nous sommes sortis, ces deux personnes-là étaient encore à l'intérieur du conteneur. Vous ne saviez pas le motif? Je ne sais absolument pas les motifs pour lesquels ils étaient enfermés. Et aussi pendant qu'on me torturait. Et ça aussi, j'entendais clairement les personnes qui pleuraient, qui suppliaient. Ça, c'était la nuit. Leur cri et venait d'autres conteneurs? Non. Quand on m'a envoyé à l'intérieur du bâtiment pour me faire auditionner. Vous avez été auditionné à quelle heure? Vers 21h comme ça jusqu'à 2h du matin, la nuit. De 21h à 2h du matin? Oui. C'est en ces moments des cris vous parvenaient? Non, j'entendais, je vous ai dit, ça fait mal. J'entendais les gens. Vous savez, on a toutes nos sensibilités. Quand vous entendez de tels cris, de tels supplices, arrêtez. Il y a certains qui disaient, achevez-moi, mais arrêtez. Ça fait mal. Je vous dis, j'ai subi beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'ai jamais subi des traitements aussi douloureux que ceux-là. Et surtout sur le plan psychologique. Ce n'est pas juste le plan physique. Le plan physique, je vous dis, vous pouvez me découper, je ne pourrai pas sentir quelque chose, mais sur le plan psychologique, c'est des choses, ça vous marque pour toute votre vie. Je voudrais savoir, en dehors du conteneur, est-ce que vous avez pu entrer en contact avec d'autres personnes qui étaient aussi en état de captivité au même titre que vous et avec lesquels vous avez éventuellement échangé? Non, comme je vous ai dit, quand on m'a fait sortir du conteneur, on m'a envoyé directement dans ce bureau. On m'a torturé jusqu'à 2h du matin. J'ai signé le procès verbal. J'ai dit, écrivez tout ce que vous voulez, vous envoyez le signe. Après, on m'a ramené dans le conteneur. Et quand on m'a ramené dans le conteneur, le matin, on m'a fait sortir du conteneur. Et devant moi, il y avait colonel Diaby qui est là, avec M. Koutoubou Sano. Les cris qui vous parvenaient, alors, est-ce que vous avez pu faire des estimations pour savoir qu'il pouvait y avoir tel autre lieu de torture et d'incarcération en dehors de votre conteneur? J'étais dans la salle, je vous ai dit, j'étais à l'intérieur. Ce n'est pas dans le conteneur que j'ai entendu les cris. C'est lorsque on m'interrogeait à l'intérieur du bâtiment, c'est là où j'ai entendu les cris. Il y avait un bureau à côté, c'est là où ça criait. Ok, un violon à côté. Bon, je ne sais pas, parce qu'une fois de plus, moi, on m'a envoyé dans une salle. J'étais à l'intérieur, et quand on m'a fait sortir là-bas, directement, on m'a renvoyé au niveau du conteneur. Vous y avez passé combien de jours? Non, on nous a envoyé là-bas aux alentours de 20h, et puis on est resté jusqu'à le matin. Le matin, c'est là où le colonel Diaby et M. Koutoubou Sano sont venus nous faire sortir. Okay. Excusez-moi, je vais vous poser forcément la question. Personnellement, vous avez reçu combien de coups? Pardon? Vous avez reçu des coups. Des coups vous ont été administrés. Pas un seul coup. Je vous ai dit, d'abord, quand il est venu nous arrêter, il nous a traînés par terre. Dans les conditions normales. Vous venez, et puis une fois de plus, nous ne sommes pas des délinquants. Je vous ai dit, j'étais connu vraiment au CNCND. Et puis, on a envoyé un mémorandum. Ce n'est pas parce qu'on s'est levé pour organiser la grève de la faim. Avant qu'on ne déclenche la grève de la faim, j'ai envoyé un mémorandum avec l'accusé de réception au niveau du chef d'état-major de l'armée. J'ai envoyé au niveau des ambassades. J'ai envoyé au niveau du gouvernement, à l'époque, avec les accusés de réception. Ce n'est pas comme si on s'était levé pour organiser. Non, on a dit, on organise de telle date, à partir de telle date, une grève de la faim pour exiger telle chose. Donc, moi, j'aurais attendu, par exemple, qu'on trouve là-bas, qu'il vienne frapper à la porte, qu'il ouvre, qu'il nous prenne, et puis qu'il nous fasse monter dans les pick-up pour nous envoyer, peut-être au Camp Alpha ou ailleurs, mais qu'on ne vienne pas défoncer la porte et puis nous tirer, certains par les pieds, certains par les mains, certains par la tête, et puis nous envoyer nous faire asseoir et puis prendre leurs pieds, mettre sous nos têtes, comme si on était des animaux.
c'est déshumaniser la personne. C'est ce que je dis. Colonel Thiebro, il est là. Je ne le pardonnerai jamais. J'estime un être humain doué d'intelligence, de sensibilité, ne veut pas faire ça à un autre humain. Et surtout, nous n'avons rien fait à quiconque pour justifier un tel traitement. Colonel Thiebro Camara, il est là. Il nous a traités comme même des animaux. Vous ne traiterez pas une personne comme ça. Même des animaux, votre chien, vous ne le ferez pas. Il l'a fait. Il est là. Merci. Il n'a pas de sensibilité, colonel Thiebro Camara. Ça, je le dis à quiconque. Merci, maître. Merci, monsieur le président. Chers confrères, oui. J'ai juste quelques questions. La première, c'est concernant la présence de colonel Diaby avec Kotoubou, qui sont venus vous sortir de conteneur. Après cela, est-ce que vous avez bénéficié d'un traitement médical? Oui, après le camp Al-Faya, oui. Ils nous ont envoyés à l'hôpital Donka. Bien. On a, comme je vous ai dit, il y a certains qui étaient blessés, d'autres qui avaient des égratignures. Moi, par exemple, mon visage était enflé. Donc, on a subi des pansements, des traitements. Et après, Donka, on nous a envoyés à côté du pont Vieux-Novembre. Il y a un restaurant là-bas. Enfin, snack. Des sandwichs, on nous a envoyés là-bas. D'accord. Bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure aussi que c'est vous qui êtes l'auteur du premier communiqué du CNDD. Tout à fait. Maître, avez-vous appris encore que Général Korka et colonel Diaby ont rédigé le premier communiqué du CNDD? De ce côté, en ce qui concerne ce communiqué-là, maître, oui. Colonel Moussa Dadi, c'est là. Parce que pendant la nuit, j'étais au téléphone. Jusqu'au matin, j'étais au téléphone avec les gens. Et il y a suffisamment de témoins, et même le colonel Moussa Dadi, il a changé des mots. Et puis, même au niveau de la lecture du communiqué, ce n'est pas lui qui était censé lire le communiqué. Mais il se retrouvait et il a sollicité à ce qu'on le laisse lire le communiqué. Qui? Capitaine Moussa Dadis Camara. D'accord. Mais, maître, est-ce que vous pensez que cela soit logique, une seule personne, après une prise du pouvoir, qu'on donne la responsabilité à une seule personne de rédiger un communiqué au nom et pour le compte de l'ensemble des membres, et que ce communiqué ne soit pas rectifié, ne soit pas amendé, ne soit pas critiqué? Maître, à ce niveau, le communiqué que j'avais écrit, oui. J'ai encore la copie originale dans mon ordinateur. Et comme vous le savez, quand vous écrivez, vous avez dans votre ordinateur, même si vous faites des changements, mais la date est marquée. Vous pouvez voir l'historique des changements. J'ai encore l'ordinateur. Et au-delà, les personnes qui étaient là à l'époque autour de la table, ils sont encore vivantes. Ces personnes-là sont encore là. Ok. Maître, oui ou non, un coup d'État se prépare? Tout à fait. À tous les plans? Tout à fait. Rédaction, sécurité et autres? Tout à fait. Bien. Est-ce que, n'est-ce pas là, la création d'un certain nombre de commissions ou sous-commissions? Comme je vous ai dit, oui. Pendant il y a eu plusieurs mois. Vraiment plusieurs mois. Tout a été réfléchi, pensé. Il y a certaines personnes qui devaient, par exemple, contacter telle personne et tout ça. Parce qu'il fallait, comme je vous ai dit, prendre toutes les dispositions pour éviter à ce qu'il y ait vraiment une violence quelconque. Donc ce travail a été fait pendant plusieurs mois. Et là aussi, puisque Capitaine Moussa Dadis Camara est là, je vous donne par exemple un autre détail. La feuille de route que nous avons établie, c'est ce qui a été suivi. Quand il y a eu cette première réunion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les conditions normales, après la réunion, les personnes concernées devaient revenir et puis faire le compte rendu à Capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que lui-même, il voulait assister à la réunion. On a dit non, vous ne pouvez pas assister à la réunion puisque vous sortez avec votre cortège, il y a 10 ou 20 pick-up. Vous ne pouvez pas aller assister à une telle réunion. Mais après la réunion, il y a certaines personnes qui devaient venir lui faire le compte rendu. Il y a beaucoup de détails, comme je vous ai dit, que je ne pourrais pas vraiment donner à ce stade puisque les mémoires sont encore fraîches.
Peut-être dans mes mémoires, c'est des choses que je pourrais éventuellement raconter plus tard. D'accord. Ma dernière question, chers confrères. Est-ce que un communiqué est rédigé après la prise effective du pouvoir ou avant la prise du pouvoir? De ce côté, maître, par cette expérience, je vous le dis, tout doit se préparer dans les conditions normales. Tout doit se faire à un détail près avant que ça ne soit fait. Parce qu'il faut que ce soit réfléchi, préparé à tous les niveaux. Sinon, ça risque d'échouer. Donc, vous étiez au même niveau d'information de ceux-là qui ont pris le pouvoir avant le communiqué. Et là aussi, il y a, par exemple, ça a été raconté ici, il y avait 3 groupes. Comme Capitaine Marcel l'a dit ici, il y avait le groupe de Capitaine Dadis Camara, il y avait le groupe du général Toto, que son âme repose en paix, il y avait notre groupe. Le soir, quand il y a eu la mort du général Lansana Conté, les gens se sont retrouvés au camp Al-Faya. Il y a eu plusieurs versions, je ne peux pas dire quoi que ce soit pour une simple raison, je n'étais pas au camp Al-Faya. Quand j'ai donné le communiqué, je voulais venir, on m'a dit non, pour une question de sécurité, je ne pouvais pas y aller. Donc, j'étais au téléphone avec les gens et je sais par la suite, il y a aussi beaucoup de choses que les gens m'ont racontées. Mais je n'étais pas présent, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Mais dès le lendemain matin, j'étais au camp Al-Faya et ça, je peux vous dire, dès le lendemain matin, plus 3 mois, jusqu'à ce qu'on nous fasse quitter le camp Al-Faya. Et là aussi, pourquoi on nous a fait quitter le camp Al-Faya? Puisque, quel que soit à l'époque le document qui devait être écrit, le décret, l'ordonnance et tout, il fallait passer par notre commission. Et il arrivait plusieurs fois qu'on nous demande d'écrire ou de faire certaines choses. J'ai dit non, ça c'est pas bon, on ne peut pas le faire. Et là aussi, à chaque fois, Capitaine Dadis Camara est là. Pas une seule fois, on l'a dit, ah, ça on ne peut pas le faire, et puis il nous a dit non, il faut qu'on le fasse. Il ne l'a pas fait. Le cas du Premier ministre, quand ils ont envoyé le nom de M. Komara, j'ai dit non, vous ne pouvez pas nommer un Premier ministre sans que vous ayez défini au préalable ses prérogatives. Ils ont fait le contrat de Capitaine Moussa Deskama, il a dit, alors dites-les d'écrire. Et quand on a écrit, bon, on l'a envoyé, bon, il n'a pas changé quelque chose. Une autre question. Donc, de fait, vous étiez conseiller juridique du CNDD. Je faisais partie, il y avait au début, il y a eu la commission de rédaction. C'est mon badge. Non. Ensuite, il y a eu la commission de rédaction et conseil juridique. C'est mon badge. Confrère, vous étiez fort, hein? Une autre question. Tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux dire. C'est bon, s'il vous plaît. Ok. Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, est-ce que nous pouvons voir ces 2 badges-là? Avec la permission de Monsieur le Président. Question. Oui, d'accord. Maître Baldé. Oui. Qui vous a délivré ces 2 badges? Il y avait une commission au sein du CND qui délivrait les badges. Présidée par qui? C'était une autre commission, je ne me rappelle plus qui présidait la commission. Qui était le président du CNDD? Pardon? Le président du CNDD. Mais le président du CNDD, c'était Capitaine Moussa Dadis Camara. Bon, ici, il n'apparaît pas sa signature. Non, maître, vous savez, une fois de plus, je ne veux pas être désagréable, mais vous-même, vous savez, est-ce que vous pensez que le président actuel, il peut s'impliquer au niveau de la confection des badges? Soyons sérieux. Je suis sérieux. Je veux comprendre. Le deuxième que vous venez de présenter n'est même pas signé. Chacun peut faire ça. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de signature, rien.
pouvez expliquer cela? Maître, on n'est pas là pour définir ou bien discuter des qualités des badges ou pas. Je vous ai donné ces badges juste à titre d'information, pas pour autre chose. D'accord. Et ces 2 badges vous permettent d'accéder partout? J'avais accès à tout le monde. Très bien. Maître, le CNDD vous a invité ou bien vous vous êtes fait inviter? Le CNDD ne m'a pas invité, comme je vous ai dit, j'étais un acteur principal parce que nous avons travaillé, nous avons préparé, et lorsque il y a eu le décès de Général Lansana Conté, je suis venu pas parce que j'étais invité, mais parce que j'étais un des acteurs à l'époque. La composition de votre groupe, peut-on le connaître? Connaître? Bon, il y a certaines personnes que je peux vous donner le nom, je vous ai déjà dit. Oui. Il y avait l'ancien ministre de la Justice, Colonel Sibalo Lamou, il est là, il est à la retraite. Il y a colonel Akoy, qui est au niveau du stade de Nongo maintenant. Il y avait Elhaj Demba Fadiga, qui était député uninominal de Kindia, il est là, il est vivant. D'accord. Donc toutes ces personnes-là attendaient juste la mort du général Lansana Conté? Non. Ah. Quand il y a eu la prise de pouvoir, il y a plusieurs commissions qui ont été mises en place. Je veux parler d'avant la prise de pouvoir. Non, avant la prise de pouvoir, oui, c'était d'autres personnes que je ne citerai pas ici. D'accord. Qui a créé le contact entre vous et les militaires qui se sont emparés du pouvoir? Il y a eu, après l'échec du mouvement que j'avais initié pour demander la démission de Général Lansana Conté, oui, il y a eu des officiers qui sont venus vers moi. Des officiers? Oui, des officiers de l'armée. Oui, lesquels? Non, je ne dirai pas leur nom. D'accord. Et qui a créé le contact entre vous personnellement et les membres du CNDD, au plus haut niveau? Non, je vous ai dit, dès le lendemain, j'ai écrit le communiqué. Et puis on a travaillé, préparé comment ça devait se faire. Puisque l'exercice du pouvoir, vous ne pouvez pas improviser. Donc il fallait réfléchir comment allait se faire. Donc dès le lendemain, on s'est retrouvé au camp Alpha Ea. Mais qu'est-ce que vous avez de particulier pour que ces militaires s'adressent à vous? Là, il faudrait leur poser la question, maître. Non, c'est vous qui êtes à la barre. Non. Je ne pourrais vous répondre. Et si vous insistez, maître, vous savez, une fois de plus, il y a tout le monde qui nous écoute. Je ne vais pas vraiment dire certaines choses. Maître, vous dites qu'est-ce que j'ai en particulier? Qu'est-ce que vous avez à l'époque en particulier, maître, pour que les militaires... Attends, laissez-moi répondre. Je suis diplômé de l'Université de Lausanne. J'ai un master en droit européen et en droit international économique de l'Université de Genève. J'ai un master en droit international public de l'Université américaine de Washington DC. J'ai un master de l'Université de Stanford. C'est l'une des 3 meilleures universités au monde. D'accord. Si vous ne savez pas, l'Université de Stanford. Et j'ai travaillé dans le département juridique de la Banque mondiale. Quand j'ai quitté là-bas pour revenir ici en Guinée. Donc, j'estime que j'avais l'intelligence et l'expérience qu'il fallait pour réfléchir. Et puis au-delà, il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ces pays depuis mon retour. D'accord. Félicitations. Est-ce que tous vos diplômes là étaient connus par les militaires qui venaient de prendre le pouvoir? S'il y a eu des officiers qui sont venus vers moi, c'est puisque ils ont su ce que je pouvais faire et on a travaillé et puis on a démontré de quoi on était capable. D'accord. Donc c'est vous qui êtes parti vers eux? Je ne suis pas parti vers quiconque. Maître, quand le CNDD a pris le pouvoir, un officier ne pouvait pas se déplacer comme ça, il fallait beaucoup de questions, s'il vous plaît. Tout à fait. Est-ce qu'avec beaucoup de militaires, est-ce que c'est sûr que des militaires se sont déplacés pour venir chez vous et vous demander de rédiger leur communiqué? Maître, c'est à peu près vers 19h qu'on m'a appelé. Qui on vous a appelé? Laissez-moi répondre. Il y a certains détails que je ne donnerai pas ici. Mais à 19h, on m'a appelé et je vous ai dit, tout était préparé avant le décès de Général Lansana Conté. Donc, dès qu'il y a eu son décès, immédiatement, on m'a appelé pour me dire, il est décidé, rédige le premier communiqué. Et je l'ai fait. Qui on vous a appelé? Non, je ne vous dirai pas un nom. D'accord. Pourquoi votre nom ne figurait pas sur la liste des membres du CNDD? Je vous ai expliqué. Je n'ai jamais voulu. Le travail que je fais, je ne l'ai pas fait pour une question de pouvoir. D'accord. Je ne l'ai pas fait pour une question d'argent, je l'ai fait par question de conviction. Qui est Nabi Kamara? Pardon? Nabi Kamara.
C'est l'acteur directeur du centre de formation du ministère de la Justice. À l'époque, il était magistrat ou il était... Non, je crois qu'il était auditeur, il était au niveau de la formation à l'époque, du centre, au niveau du centre. Donc vous étiez ensemble? Non, on n'était pas ensemble, mais il y a un certain nombre de civils qui ont été cooptés puisque il fallait respecter l'engagement qui était pris, qui était celui d'avoir à la fois des civils et des militaires et aussi des femmes au niveau du CNDD. Donc pour respecter cet engagement, il fallait coopter un certain nombre de civils. Ok. J'ai été 2 fois sollicité membre du gouvernement. Quels sont ces postes, selon vous? Je ne pourrais pas vous dire davantage. Est-ce que ces sollicitations-là étaient sérieuses? Je ne pourrais pas vous dire davantage. Vous pensez que, est-ce qu'on peut envoyer des émissaires vers vous comme ça? Nous voulons que vous soyez ministre et que vous déclinez l'offre comme ça. Maître, vous croyez ce que vous voulez, mais les personnes sont encore vivantes, elles sont là, et ce que je dis là, le monde entier nous regarde. Et ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis pas une personne qui raconte les choses pour les raconter. Bien. Les 11 qui se sont retrouvés à la maison des jeunes de Dixine avaient un agrément? C'était une attestation? Pardon? Est-ce que vous avez un agrément? Oui, on avait un agrément. Et on a organisé la grève de la faim sous la bannière de la Fédération des associations de la jeunesse guinéenne, FASEG. Vous maintenez que c'était dans la maison de la jeunesse? Oui, de Dixine, pas. Le maire vous avait-il délivré une autorisation? Ah, maître, non. On n'avait pas besoin de l'autorisation du maire pour ça. On a organisé une grève de la faim. C'est tout. Dans une maison appartenant à l'État? Tout ce qu'il nous fallait, c'était payer les frais de location de la salle pendant la période où on devait organiser notre grève de la faim. D'accord. Bien. Maître, est-ce que vous trouvez normal qu'un mois juste après les événements tragiques, pendant que les cœurs saignaient, que vous vous retrouvez pour déclencher une grève de la faim? Vous pensez que c'était nécessaire? Maître, nous nous sommes dit, il y avait des options. Rester silencieux, indifférent, tout en connaissant les risques réels à l'époque qui existaient pour qu'il y ait encore d'autres violences, ou bien utiliser la méthode d'estimion était plus appropriée afin d'apporter notre modeste contribution pour la consolidation de la paix et de l'état de droit dans notre pays. Et ce choix-là consistait à organiser une grève de la faim pour attirer l'attention à la fois des Guinéens et la communauté internationale sur les exactions qu'il y a eu au 28 septembre et les jours suivants et demander à ce qu'il y ait plus de violences de cette nature et pour que cela soit fait, que tous les acteurs concernés puissent s'asseoir autour de la table, négocier et trouver une solution consensuelle. Et votre grève de la faim a abouti à quoi, finalement, selon vous? Ça a eu un impact énorme, parce que comme je vous ai dit, cela a permis de mettre la pression, à l'époque, sur les acteurs, afin qu'il y ait un certain consensus. Et au-delà, il y a certaines velléités à la suite de cette grève de la faim, et les pressions, puisque au niveau de la communauté internationale, n'oubliez pas, quand on fait des déclarations, quand on organise la grève de la faim, ou bien quand on manifeste, l'objectif c'est quoi? C'est d'attirer l'attention des acteurs qui sont concernés pour qu'il y ait une implication beaucoup plus importante afin de trouver une solution aux problèmes qui se posent en ce moment-là. C'était ça l'objectif. Et nous estimons, même si cet objectif-là n'était pas atteint à 100%, mais quand même, nous avons reçu notre coup puisque le monde entier en a parlé, la grève de la faim. Et en plus, l'objectif pour lequel on avait organisé la grève de la faim, c'était largement diffusé à travers toute la Guinée et le monde entier. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré le président d'Addis? Non, on ne l'a pas rencontré après notre arrestation. Avant votre arrestation? J'ai rencontré Captain Moussa Dadis le lendemain du coup dans son bureau. Où il y avait une petite maison avant qu'on délocalise là où justement il y avait le siège du CNDD. Le lendemain, je l'ai rencontré. Est-ce qu'il vous a retenu après votre rencontre?
Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il vous a retenu? Est-ce que son esprit s'était braqué sur vous après votre rencontre? Maître, je vous ai dit, il m'a posé la question ce jour-là. Combien de temps j'ai pensé qu'il fallait pour organiser la transition? Je lui ai dit, ça dépend de plusieurs facteurs. Il m'a dit, non, maître, combien de temps il fallait? Je lui ai dit 1 année et sa réponse a été de dire, nous allons le faire. Très bien. Maître, vous pensez que s'il avait découvert en vous une utilité, il allait vous laisser partir comme ça? Mais il n'a pas laissé partir. Les jours suivants, il n'allait pas vous surprendre avec un décret? Mais un décret, je vous ai dit, j'ai refusé. Attendez. Bon, ça a j'ai tout dit l'air vous surprendre. s'il vous plaît, ça a tout l'air d'un débat de personnes. Ok. Maître, dans le conteneur, vous maintenez que vous n'avez pas fait l'objet de poursuite, finalement. Pardon? Vous n'avez pas fait l'objet de poursuite. Poursuite dans quel sens? Finalement, quand on vous a envoyé dans le conteneur, oui. Vous avez été libéré sans procédure. Oui. Sans procédure. Maître, on a fait une grève la faim. Et à ce que je sache, peut-être en Guinée, on aurait pu nous poursuivre en justice, ou bien comme Colonel Thiebro l'a fait, nous a envoyé, mais je ne pense pas dans l'histoire de l'humanité qu'il y a eu jamais une personne quelconque qui a été poursuivie en justice pour avoir organisé une grève de la faim pour demander à ce qu'il n'y ait pas la violence. À votre tour, est-ce que vous avez engagé des poursuites contre les auteurs de votre arrestation? Non, je ne l'ai pas fait. Voilà. Vous ne pensez pas que votre cas ne doit pas être associé à cet important dossier qui est examiné maintenant là? Vous savez pourquoi je n'ai pas engagé de poursuite? Oui. Depuis le lendemain oui. des événements du 28 septembre. Oui. Et ça, que vous voulez ou pas, ça n'a vraiment aucune importance, mais tout le monde sait le rôle que j'ai joué. Je n'ai pas voulu attirer l'attention sur moi. J'ai suivi le dossier jusqu'à la Cour suprême. Tous les documents que vous disposez, vous verrez mon nom. Les mémoires, tout ce qui était, il y a mon nom dans tous les documents que vous disposez. C'est arrivé à la Cour suprême. Quand le procès s'est ouvert, j'ai dit, et j'avais dit aussi avant, je ne peux pas permettre ce que le colonel Moussa Thiebro Camara nous a fait. J'ai vu ici qu'on le présentait comme un agneau. Je me suis dit, c'est important que les gens sachent exactement ce qu'il nous a fait. Maître, et je me suis déporté dès le premier jour pour me constituer partie civile dans ce procès. D'accord. Maître, vous ne trouvez pas qu'il était plus simple? Je dis bien, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il était plus simple de porter votre plainte contre celui qui vous a interpellé, qui vous a mis dans le conteneur, que de venir alourdir ce dossier-là? Je n'alourdis pas le dossier, c'est vous qui pensez ainsi, maître. Mais dans le cadre de l'organisation de ce procès, tout ce qui s'est passé, c'est dans le cadre des événements du 27 septembre. Et le peuple de Guinée et ce tribunal doit savoir exactement ce qui s'est passé, et qui a fait quoi et dans quelles circonstances. Vous maintenez que c'est un mois après les événements? Jour pour jour, un mois après. Bien, maître, est-ce que vous ne pensez pas que les gens qui sont partis au stade, qui ont laissé leur vie, d'autres sont handicapés à vie, d'autres sont portés disparus, vous ne pensez pas que ça soit plus important que de venir dire j'ai fait la grève de la faim, on m'a mis dans un conteneur, on m'a libéré? Maître, ce qu'on m'a fait, subir, les insultes que j'ai subies, les traitements que j'ai subis, même mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Bien. Vous estimez que cela n'a pas d'importance. Non. Je vous le concède. Mais moi, au plus profond de moi, je sais exactement ce que j'ai subi et je sais ce que j'ai ressenti et ce que je ressentirai pendant toute ma vie. Est-ce que votre cas n'est pas isolé par rapport au dossier du 28? Pas du tout. Vous ne pensez pas que vous aurez pu aller ailleurs au lieu de, comme je l'ai dit? Une autre question. Vous en voulez à qui dans cette affaire? Je m'en veux en personne, mais colonel Moussa Thiebro, il doit rendre compte par rapport au traitement qu'il m'a fait subir personnellement. Okay. Et au-delà de lui, j'ai cité un des hommes qui était avec lui, qui vient de Kona à Tougué. Parce que lui, je l'ai vu physiquement. Vous avez un certificat médical? Pardon? Vous avez un certificat médical? Il y a colonel Diaby qui est encore là. Et c'est lui qui nous avait envoyé à l'époque à l'hôpital Donka. Il sait exactement dans quelles conditions. Il nous a trouvé au camp Alpha, il les a demandé de nous faire sortir du conteneur. Il nous a envoyé à l'hôpital Donka avant qu'on nous envoie au restaurant. Il est là, il est vivant encore, il est là parmi eux là-bas. Vous avez été entendu par le pool de juge d'instruction?
Je vous ai dit, maître, je n'ai pas déposé une plainte, je me suis constitué partie civile comme la loi me le permet et m'autorise. Quiconque a subi un préjudice a le droit de se présenter partie civile jusqu'au moment où il y a les réquisitions du ministère public. Ma dernière question. Ici, dans cette salle, nous parlons du dossier des événements du 28. Et le jour suivant. Pas le dossier du 31 octobre ou les jours qui ont suivi. Vous ne faites pas la démarcation? Je n'ai pas de commentaire, monsieur. Monsieur le Président, je vous remercie. Bien, c'est juste deux questions, deux petites questions, monsieur Baldé. Maître Baldé, s'il vous plaît. Maître Baldé. Mais vous n'êtes pas là en tant que... Je suis... S'il vous plaît, s'il veut que vous l'appelez maître, de toute façon, c'est un titre qui lui appartient. Maître Kerno Suleiman Baldé, avocat à la Cour. Merci. Maître Baldé. Oui. Dans cette procédure, vous avez porté plainte contre qui? Je n'ai pas déposé de plainte à l'époque des faits. Dans cette affaire, Maître Baldé, vous avez suivi quoi? J'étais torturé. Qui vous a torturé? Colonel Thiebro et ses hommes. Alors, il était question de porter plainte contre Colonel Thiebro Camara et ses éléments. Oui ou non? C'est votre opinion, maître. Ma dernière question. Est-ce que c'était même opportun de venir devant ce tribunal criminel après un mois? Le procès du 28 septembre et le jour suivant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le dossier. C'est les réquisitions du ministère public qui ont saisi le juge d'instruction, les événements du 28 septembre et les jours suivants. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Maître Baldé. Oui. Juridiquement, est-ce que vous pouvez nous situer dans le temps les événements du 28 septembre 2009 et jours suivants, juridiquement? Non. Vous avez quand même lu, vous avez tout à l'heure rappelé le réquisitoire introductif du procureur général à l'époque du 8 février 2010. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est une question que je vous pose, maître. Je n'ai pas de réponse. Vous êtes libre. Est-ce que vous avez lu le visa de ce réquisitoire? Je n'ai pas de réponse. Je vais vous lire le visa. Vu le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante sur les événements du 28 septembre 2009, vu le rapport de la Commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre 2009, qu'est-ce que cela vous inspire? Je n'ai pas de réponse. Merci, maître. Donc, vous constatez que le réquisitoire s'est limité aux événements du 28 septembre 2009. Le réquisitoire ne parle même pas des jours suivants. Quelle est alors, vous, votre compréhension des jours suivants? Je n'ai pas de réponse. Vous n'aurez aucune réponse parce que ça fait mal. Une semaine, un mois, un an, chers confrères. Je n'ai pas de réponse. Merci. Quel est le lien
entre les agressions, vous parlez de torture dont vous aurez été victime, et les événements du 28 septembre 2009? Je n'ai pas de réponse. Merci, maître. C'est votre droit le plus absolu. Pourquoi vous ne vous êtes pas constitué partie civile devant le pool des juges d'instruction? Pour quelle raison? Je n'ai pas de réponse. Vous aurez renvoyé à mieux vous pourvoir. Est-ce que vous avez lu l'ordonnance de renvoi? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez que cette ordonnance de renvoi se limite aux événements du 28 septembre 2009, pas à une quelconque grève de la faim? Je n'ai pas de réponse. Je le savais avant aujourd'hui. En quoi, vous avez tout à l'heure parlé de dénonciation, en quoi la dénonciation des actes commis au stade du 28 septembre a un lien avec les infractions qui ont été commises au stade du 28 septembre? Je n'ai pas de réponse. Le tribunal en tirera les conséquences. Est-ce que vous savez que dans l'ordonnance de renvoi, il n'y a aucun événement qui remonte au 28 octobre 2009? Je n'ai pas de réponse. Merci, maître. Dernière question. Vous dites que vous avez défendu, vous avez dit publiquement que vous avez défendu ce dossier jusqu'à la Cour suprême, avec nous, mais étant du côté de la partie civile, jusqu'à la Cour suprême. Est-ce que vous trouvez normal, sensé, raisonnable et juridiquement défendable qu'un avocat qui a défendu un dossier jusqu'à la Cour suprême vienne se constituer partie civile dans ce dossier? Est-ce que vous trouvez ça raisonnable et soutenable juridiquement? Maître, respectueusement, vous trouvez normal qu'on puisse arrêter un avocat qui organise la fin pour la non-violence? Vous n'avez pas de questions à me poser. Laissez parler. Mais il n'a pas de questions à me poser. S'il vous plaît, laissez-le finir. Il n'a pas de questions à me poser, Monsieur le Président. À moins que les règles, on nous change les règles. Il n'a pas de questions à me poser. Si il est resté là sans répondre à mes questions. Il n'a pas de questions à me poser. Je le réitère. Calmez-vous, vous énervez Je suis très calme, je suis très calme. Mais lui, il n'a pas de questions à me poser avec son statut. Il n'a pas de questions à me poser, avec tout le respect que je vous dois. Dirigez les débats alors. Je ne dirige pas les débats. Je donne mon point de vue. Monsieur le Président, tout ce que je voulais dire, allez-y. Au-delà de mon statut d'avocat, je suis un être humain. Au-delà de votre statut de magistrat, vous êtes un être humain. On ne peut pas me dénier le droit à mon intégrité physique et morale. Peu importe mon statut, il n'y a absolument aucune raison qui peut justifier à ce qu'on m'arrête, même si j'étais un criminel. Si j'avais tué beaucoup de personnes, on vient m'arrêter, on m'envoie devant les juridictions compétentes, on m'interroge, et comme vous êtes en train de le faire maintenant, on me juge par rapport aux actes que j'aurais commis, mais aucune personne n'a le droit de torturer un être humain, quelles que soient les circonstances. Aucune loi au monde ne le permet. C'est tout ce que je voulais dire. Tout le monde est convaincu qu'on n'a pas le droit de torturer un être humain, qu'on soit avocat ou qu'on soit menuisier. Vous avez esquivé ma question. La question est de savoir, est-ce que vous trouvez cela raisonnable en tant qu'avocat? Je n'ai pas de réponse. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Partie civile, question. Merci, Monsieur le Président. Maître Baldé. Oui. Savez-vous que le carnage a continué après le jour fatidique du 28 septembre? Le carnage a continué au-delà de ce jour, vous le savez? Tout à fait. Maître, comme je vous ai dit,
Et dès mon retour, le mercredi de la même semaine, je me suis mis avec beaucoup d'autres personnes, que son âme repose en paix. L'ancien président de OZEDAS, Thierno Madjoussou. L'actuel président, M. Souleymane Ba, il est là, il est vivant. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans le dossier après. J'ai rencontré les personnes, je les ai vues. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, fin des dépôts des candidatures pour la présidentielle gabonaise du 26 août. Ils seront une quinzaine sur la ligne de départ. Au pouvoir depuis 14 ans, Ali Bongo Ondimba brigue un troisième mandat et nous parlerons de son bilan de ce dernier mandat avec l'économiste Maïs Mouissi, auteur d'un rapport sur le deuxième mandat du président gabonais. L'inquiétude persiste après l'annonce du départ de la MINUSMA du Mali prévue en fin décembre 2023. Réunion d'urgence des chefs d'État africains à Cotonou et à Abuja. Et nous parlerons du déplacement remarqué du chef des renseignements du Mali dans le